Si vous avez cliqué ici, c'est sans doute pour la navette spatiale, et on va y venir. Mais le Bourget 83, c'était bien plus que ça, comme la présentation de la maquette de l'ACX qui préfigure le Rafale, ou bien de l'AK annonçant l'Eurofighter. Et cette année-là, on fêtait l'anniversaire des 200 ans de la conquête du ciel par l'homme. Nous allons revenir sur tout ça, et je vous invite, avec moi, à retourner en 1983 pour revisiter cette édition, pas comme les autres. Avant d'arriver au salon, revenons encore 200 ans en arrière, en France, alors que Pilâtre de Rosy et le marquis d'Arlande furent les premiers hommes à s'élever dans le ciel au cours d'un vol libre, c'est-à-dire non attaché au sol. Un exploit extraordinaire qui marque le début de l'aventure de la conquête des cieux. Nous en reparlerons en fin de vidéo. Mais au Bourget, pour commémorer cet événement, une réplique du ballon mis au point par les frères Montgolfier est installée. Cette réplique se drape d'un caractère particulier, car plutôt que d'y représenter le portrait de Louis XVI, comme ce fut le cas sur l'aérostat originel, celui-ci met en exergue les progrès réalisés en 200 ans et arbore fièrement le dessin du lanceur européen Ariane. Et pour couronner le tout, ce ballon version 1983 est installé au Bourget, juste devant le Boeing 747 supportant la lourde navette spatiale. En 200 petites années, la pesanteur fut vaincue à maintes reprises, nous sommes passés d'un ballon qui s'élève dans le ciel grâce à la chaleur d'un brasier, jusqu'à cette navette de 75 tonnes à vide, préfigurant celle propulsée et placée en orbite basse à près de 28 000 km/h. Cependant, l'image est teintée d'une légère déception pour nous, Européens, car si la navette spatiale domine le salon, l'image d'Ariane 1 sur ce ballon laisse un arrière-goût amer. Revenons 9 mois en arrière, nous sommes le 10 septembre 1982, en Guyane, et il est 4h12 du matin. Notre fusée est fièrement posée sur son pas de tir, et à son bord, un satellite européen de communication maritime et un satellite italien. Lorsque le décompte arrive à son terme, la fusée s'arrache du sol et grimpe vers l'espace. Les moteurs des premiers et du second étage fonctionnent parfaitement, puis le troisième se met en marche. Nous sommes alors à 7 minutes de vol, et là, c'est la catastrophe. La trajectoire baisse, les turbopompes chargées d'alimenter le moteur du troisième étage ont subi une défaillance, et la fusée termine son vol de façon balistique dans l'océan à près d'un demi-millier de kilomètres au nord de l'île de l'Ascension. Pour un premier vol commercial, il s'agit d'une tragédie. La navette spatiale au Bourget, c'est tout simplement l'un des faits les plus marquants de toute l'histoire de ce salon. Non seulement elle est présente, mais elle réalise en plus plusieurs vols dans le ciel parisien. Et pour couronner le tout, il s'agit de la première présentation publique de la navette hors des États-Unis. Pour la ramener sous le ciel de Paris, il aura fallu pas loin de 8 vols différents, depuis la base d'Edwards en Californie jusqu'à l'aéroport du Bourget, avec des escales notamment dans le Kansas, l'Ohio, le Canada, l'Islande, l'Angleterre et l'Allemagne. Sa présence n'est officialisée au salon que le 3 mai, à peine quelques semaines avant l'ouverture de celui-ci. Cette machine, unique en son genre, arrive donc le 24 mai, en fin de matinée au Bourget. Elle reste le 26 pour les journées de la presse, avant d'être déplacée à Duny, et à partir de là, c'est un sacré agenda qui l'attend. Fin mai, les 28 et 29, elle est présentée en vol, puis sur le plateau statique les 30 et 31 mai, avant de se retrouver à nouveau en présentation en vol les 1er et 5 juin. Portée sur le dos d'un Boeing 747 modifié, la navette spatiale pouvait se poser en Californie depuis l'espace et être ramenée au centre spatial Kennedy, en Floride. D'ailleurs, vous savez sans doute tous que le 747 sur lequel repose la navette possédait une modification structurelle au niveau de l'empennage. Mais saviez-vous que ce Boeing jouissait de radars et de dispositifs de contre-mesure infrarouge? Eh bien maintenant, vous le savez. Ce système visait à leurrer d'hypothétiques missiles lancés lors d'attaques terroristes. C'est ce Boeing 747 qui permet d'ailleurs aux navettes de réaliser le trajet entre la Californie et la Floride, avant de les faire repartir dans l'espace. Il sera rejoint en 1990 par un second 747 acheté à la Japan Airlines un an plus tôt, avant d'être modifié par Boeing. Sur le salon, les Américains demeurent très préoccupés par la sécurité de l'ensemble 747 plus navette. Ainsi, difficile de s'approcher très près des deux engins, et encore moins de visiter l'un ou l'autre. Afin de proposer aux visiteurs une expérience spatiale, le pavillon américain présent sur le salon offre une exposition thématique sur les thèmes suivants: exploration du système solaire, travail en orbite et avenir des activités spatiales. Enfin, 15 astronautes américains des missions Apollo et Future Space Labs sont présents afin d'échanger avec le public. Cependant, la navette Enterprise présente ici au salon n'a jamais connu le vide de l'espace. Le rôle de cette première navette était de tester tout un tas de systèmes dans l'atmosphère terrestre, dont de nombreux vols tests d'approche, d'atterrissage et de résistance au sol. On ne va pas rentrer dans les détails économiques de la mise en place du programme de la navette spatiale, initialement pour réduire les coûts de la mise en orbite, mais nous allons malheureusement devoir casser un peu le mythe de la navette présente au Bourget. Si elle a l'air impeccable, presque prête à servir de nouveau, la réalité est tout autre, car elle a été en partie dépouillée de ses équipements, dont certains ont rejoint Columbia. Et si l'on avait pu gratter un peu la peinture,
on aurait découvert un tout autre visage à cette navette. En effet, encore quelques mois avant le salon, elle était en bien mauvais état, laissée toute seule dans un coin de la base d'Edwards. C'est réellement sa présence au Bourget qui lui a permis de retrouver un bon coup de maquillage pour l'occasion. Et à ce jour, la navette Enterprise fait le bonheur des New-Yorkais, tout comme des milliers de visiteurs qui se rendent au Intrepid Sea and Space Museum à New York. On n'en a pas terminé avec la NASA, qui amène sur le salon le QRSA, un avion expérimental. L'idée pourrait aujourd'hui nous sembler totalement folle. Il s'agit d'un appareil visant à développer un avion civil ou militaire, pouvant se poser dans des zones très urbanisées. L'appareil reprend au maximum le concept du STOL. On en avait parlé dans une vidéo précédente. Ici, 4 turboréacteurs soufflent l'aile pour créer une forte portance, amplifiée par de larges volets. L'avion peut donc décoller et se poser sur des distances extrêmement courtes. Ce qui est réellement marquant avec ce concept, c'est aussi son relatif silence par rapport aux autres avions de même gabarit. Ce qui s'est déroulé lors de ce salon est plus que cocasse, car la maquette de l'avion expérimental français ACX devant déboucher sur un appareil de combat dans les années 90 n'était située qu'à quelques mètres d'un appareil quasi similaire présenté par des Britanniques, le Agile Combat Aircraft, les Britanniques faisant la cour aux Italiens et aux Allemands afin de les entraîner dans leur programme. À quelques pas de là, c'étaient les Allemands de Messerschmitt qui exposaient là encore un avion assez similaire. Et c'est pas fini, car Dornier présentait lui aussi une maquette d'un hypothétique appareil, une véritable guerre des maquettes pour l'avion des années 90. Parlons un instant d'une autre. L'ACX doit être un avion à aile delta monodérive biréacteur et doté d'un empennage canard. Son objectif, déboucher à la fois sur un appareil de combat tactique, mais aussi de combat marine. En gros, une version pour la chasse embarquée. Le souci, c'est que depuis quelques années, aucun programme militaire de grande ampleur a su se lancer en coopération à l'échelle européenne. Les besoins d'un avion de combat sont nombreux, mais chaque nation possède des moyens financiers, des calendriers, des ambitions et des objectifs bien différents. Si en 1981 on avait encore le temps, celui-ci vient à manquer. Nous avons, nous, tout comme les Britanniques, cruellement besoin de remplacer nos Jaguars, et les Allemands, eux, veulent un successeur à leur F4 Phantom américain. Quant aux Italiens, ils souhaitent se passer de leur F104 pour aller vers un nouvel appareil. C'est quand même un peu une période de flou, parce que la maquette de l'ACX présentée sur le stand de Dassault Breguet doit déboucher sur un démonstrateur pour 1986. Sauf qu'à ce moment, on se demande encore si le projet fusionnera avec ses petits copains présents à quelques mètres. Les articles de presse sur le sujet sont assez clairs, et l'on se prend au jeu de comparer l'appareil de Dassault Breguet avec celui des Britanniques. Toujours dans le domaine militaire, Lockheed Martin, McDonnell Douglas et General Electric brillent par leur absence, car cette année, pas de F-14, ni de F-15 ou de F-16. À la place, venu d'outre-Atlantique, on ne trouve qu'un prototype de l'intercepteur F-20 Tiger Shark, un appareil alliant performance et coût d'utilisation relativement faible, et le reste des appareils militaires étrangers ne fait guère mieux. Un Panavia Tornado et un Sea Harrier. Un rendez-vous assez maigre, mais c'était sans compter sur la présence française qui déploie Mirage F1, Mirage 4000, Mirage 2000 et l'avion expérimental Mirage 3 NG, ainsi que le Mirage 2000N, la version chargée de la frappe nucléaire tout temps et à basse altitude. Avant de poursuivre sur le salon à proprement parler, il est nécessaire de faire un rapide point sur le marché de l'aéronautique et sur les tendances commerciales. On commencera par énoncer l'échec de l'alliance Fokker et McDonnell Douglas dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Et ce n'est pas un hasard, le monde de l'aviation subit une pleine crise et le salon du Bourget, qu'on attend comme une sorte de remède miracle, ne changera pas la donne. La conjoncture est mauvaise, aucun gros contrat ne sera signé et aucune nouvelle révélation industrielle ne sera dévoilée. Bernard Latière, administrateur gérant du GE Airbus Industrie, résume parfaitement la situation la veille de l'ouverture. Nous savons que c'est le printemps, mais nous ne le sentons pas encore, c'est toujours la fin de l'hiver. Alors c'est bien simple, à l'ouverture du salon, chez Airbus, on se veut agressif d'entrée de jeu envers Boeing. Souvenez-vous, il y a encore 2 ans, la guerre Airbus-Boeing se faisait d'une manière assez courtoise, mais ça, c'est du passé. À Toulouse, on est très fiers de ce que l'on a accompli et on n'hésite pas à le faire savoir et à combattre l'hégémonie américaine, à l'image de la campagne de communication dans laquelle le constructeur européen se présente en tant que combattant de la liberté face aux géants d'outre-Atlantique, et sans jamais le nommer. Avec la symbolique forte d'une médaille marquée du sceau d'Airbus, on peut lire « En 1981, un grand de la construction aéronautique civile abandonne la compétition devenue insoutenable. » Là on parle bien de Fokker. Airbus atteint le but qu'il s'était fixé, détenir sans faiblir 30% du marché global des transporteurs aériens à double couloir, et on donne à nouveau Airbus favori pour semblable record sur le marché des simples couloirs, avec un seul vrai challenger en vue. Compagnie de tous les pays, unissez-vous, rejoignez les combattants de la liberté.
Sur le salon, Airbus réalise la promotion de l'A310 et surtout de la nouvelle façon d'opérer un avion avec le cockpit à l'échelle 1 du futur A320 reprenant la cabine FFCC, nécessitant que 2 personnes dans le poste de pilotage. Par ailleurs, la compagnie Singapore Airlines signera pendant le Bourget pour 6 A310. Face à Airbus, Boeing déploie en 1983 le Boeing 767, et l'américain est encore plein de ressources. Malgré les parts de marché gagnées par Airbus, Boeing continue de rouler sur le monde. En quelques chiffres, jusqu'en 1982, l'américain a vendu 967 Boeing 707, 1830 727, 1052 737, 595 747, 123 757, et 177 767. Et sur l'année 1983, il s'apprête à finir avec 8 AWACS, 11 727, 81 737, 25 747, 26 757 et 51 767. Et à la date de ce salon, plus de 400 avions sont déjà commandés pour les 5 ans à venir. Autant dire que même si l'année 1983 est compliquée, la flexibilité du travail aux USA et la politique américaine permettent aussi de licencier plus facilement les salariés que ce que l'on peut faire en Europe. Ainsi, crise oblige, la masse salariale de Boeing passe de 70 000 employés en 1982 à 58 000 en 1983. Pour couronner le tout, tous les anciens programmes de Boeing sont désormais rentables, y compris le 747. Fort de cette position, l'américain se permet le luxe d'investir 150 millions de dollars par an dans le développement de futurs appareils, notamment vers le 737-400, qui doit concurrencer la 320. Cet argent doit aussi servir à moderniser les pourtant récents 767 et 757, principalement pour leur permettre de réaliser de grandes traversées maritimes et de réduire l'équipage à 2. Là, peut-être que vous avez tiqué, car je viens de parler de grandes traversées maritimes, pour des bimoteurs. Et si dire ça aujourd'hui ça paraît normal, à l'époque, on vous regardait avec de gros yeux. Bon, pourquoi ? Concrètement, il existe alors une réglementation de l'OACI qui dit que pour tout appareil qui emprunte une route située à plus de 90 minutes de vol d'un aéroport adapté, l'avion doit pouvoir continuer de voler avec 2 moteurs en panne, dans des conditions imposées de trajectoire et de vitesse, à partir du point comme étant le plus critique de sa route. Cette règle implique donc à minima d'être équipé de 3, voire 4 moteurs. Sauf qu'avec des avions bimoteurs de plus en plus fiables et bientôt capables de transporter 200 passagers à près de 9000 km, l'évolution de cette règle devient impérative afin de laisser les longs vols océaniques pouvoir être effectués par des bimoteurs. Et oui, déjà en 1983, on se pose la question. Et mieux que ça, on l'a fait, car pour venir au Bourget, l'A310 aux couleurs de la KLM a réalisé un vol direct depuis Recife, au Brésil, jusqu'au Bourget. Un vol de 7800 km sans escale, ce qui enquiquine bien des gens dans les bureaux à Seattle, pourtant habitués à dire que l'A310 ne pouvait franchir que 5000 km. Vous vous souvenez d'ATR? On en avait parlé lors de l'édition de 1981. Et bien en 1983, il présente une maquette grandeur nature de l'ATR 42. Dassault Breguet Dornier révèle l'Alpha Jet NGEA, dont une partie de l'avionique vient du Mirage 2000. L'appareil sera par la suite compatible avec le missile RR Magic 2. Bon, au final, il n'y aura qu'un seul exemplaire volant de cet appareil sortant d'une usine, mais certains Alpha Jet égyptiens seront modernisés suivant ce standard. On a aussi sur ce salon Saab Fairchild SF340, issu d'une coopération américano-suédoise. Le Canada quant à lui expose le Canadair 601 Challenger. Les États-Unis, dont la présence est modérée, exposent le Beechcraft B200, le Cessna Citation 3, le Fairchild Merlin 4 et le Gulfstream 3. Plus cocasse, les Britanniques amènent le Skyship 500 ainsi que le British Aerospace 146. On s'attendait à du très lourd de la part de l'URSS. Dans la presse, on annonçait l'Antonov AN-3, la AN-32, le Tu-154 et surtout, potentiellement, l'Antonov AN-400, la réponse soviétique au titanesque C-5 Galaxy américain, et en fait, rien. Les soviétiques n'ont tout simplement rien présenté du tout. En effet, quelques jours avant l'ouverture du salon, ils annoncent qu'ils ne participeront pas à celui-ci. Leur décision semble être alors une représaille contre la France, suite à notre décision d'expulser des citoyens russes habitant en France pour cause d'espionnage. Madame, Monsieur, bonsoir. La mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques. Elle a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même. 47 soviétiques ont été expulsés de France cet après-midi.
Cette année 1983 marque un tournant, car le rendez-vous du Bourget s'apparente avant tout à un rendez-vous professionnel. 904 entreprises venant de 30 pays différents y ont pris part sur les 200 000 m² de surface d'exposition. Au global, sur le plateau statique, on a pu compter sur la présence de 200 appareils, plus une cinquantaine d'ultra-légers. Concernant les exposants, 5 nouveaux pays, la Hongrie, l'Indonésie, le Maroc, Singapour et la Yougoslavie. Quant au grand public, même si ce sont 500 000 visiteurs qui se sont pressés au salon, ces journées ont été moins nombreuses que lors des éditions précédentes, seulement au nombre de 5. Bon, pour rappel, aujourd'hui c'est 3. Cette réduction du nombre de journées ouvertes à tous trouve pour origine des demandes d'exposants étrangers. Il faut dire que dans certaines têtes, l'esprit est plus au contrat qu'aux grandes fêtes aériennes, comme si l'aéronautique avait enfin prouvé sa maturité et que son image auprès du grand public en était donc moins importante. Ce qui est bien sûr inexact. Le Bourget, tout comme l'ensemble des manifestations aériennes, comprend indéniablement une part de rêve pour toutes et tous, petits et grands. L'esprit de fête et le grand public est essentiel pour ce secteur, car ce sont ces journées qui émerveillent les jeunes, font naître des vocations, et permettent au public d'échanger avec les représentants de ce monde bien particulier. Et les nombreux vols du 747 surplombés de la navette spatiale dans le ciel francilien l'ont bien montré. Au total, ce sont des centaines de milliers de Parisiens et d'habitants de la petite couronne qui ont levé les yeux au ciel pour assister au passage de l'Enterprise. La passion du public est bien intacte, tout comme elle l'était hier, et le sera demain. Une fois encore, cette édition marque un tour de vis sécuritaire. La direction des vols a limité à 150 mètres le plancher des représentations acrobatiques et a interdit les évolutions en patrouille acrobatique d'avions à réaction. D'ailleurs, les démonstrations ont été bridées à un unique exemplaire en vol pour chaque avion. Vous l'avez donc bien compris, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de représentation de la part de la patrouille de France. En 1982, Jean-Loup Chrétien avait marqué l'histoire en devenant le premier Français à partir dans l'espace, à bord de la station spatiale soviétique Salyut 7. Il avait passé plusieurs semaines en compagnie des cosmonautes russes Anatoly Berezovoy et Valentin Lebedev. Le 3 juin, alors que ses anciens compagnons de mission sont présents au salon du Bourget, Jean-Loup Chrétien saisit l'occasion de leur faire découvrir un coin de Bretagne. Il les invite donc dans la région de Morlaix où réside sa famille. Pour cette escapade, ils sont accompagnés de Patrick Baudry, un autre spationaute français, ainsi que d'une interprète. À bord de 2 avions légers, le groupe s'envole sous un ciel radieux. Le vol se déroule sans encombre, et bientôt les vastes paysages bretons défilent sous leurs yeux. Après avoir visité la Bretagne depuis les cieux, les appareils se posent, et le groupe se rend visite à la famille de Jean-Loup Chrétien, et passe la nuit en Bretagne. Tôt le lendemain matin, les pilotes effectuent l'inspection des avions et réalisent la visite pré-vol habituelle. Une fois la mise en route effectuée, les appareils roulent vers le point d'arrêt de la piste en service et effectuent les essais moteurs sans encombre. Puis, les 2 monomoteurs et leurs occupants décollent, et les explorateurs spatiaux prennent la direction du Bourget, alors que l'autre appareil met le cap sur Toussus-le-Noble. Après 7 à 8 minutes de vol, Patrick Baudry, aux commandes de l'avion avec Jean-Loup Chrétien et les cosmonautes, remarque que le moteur subit quelques ratés, et s'ensuit un arrêt total de celui-ci. Test des magnétos, sélection d'autres réservoirs d'essence, rien n'y fait. Le moteur Lycoming à injection de 250 chevaux est en panne. La situation les oblige à un atterrissage forcé dans un petit champ labouré, et malgré un avion très abîmé suite à l'impact dans le bocage breton, et ayant eu ses 2 ailes arrachées par des pommiers, tous les occupants sortiront indemnes de cet accident. Remis de leurs émotions, les Français loueront la qualité de fabrication de la cellule de l'appareil, lui aussi français, qui a merveilleusement bien absorbé les chocs et qui les a maintenus en vie, et mieux que ça, sans une égratignure. On ne manquera pas de souligner qu'en revanche, le moteur, lui, est américain. Ce qu'on peut préciser également, c'est que l'avion est français bien sûr, mais le moteur est américain comme tous les moteurs d'avions légers. Et il faut aussi sans doute féliciter le constructeur parce que ce sont des avions métalliques qui sont très bien faits, qui absorbent très bien les chocs et l'avion est très abîmé, très abîmé. Jean-Loup Chrétien me l'a expliqué tout à l'heure par téléphone et malgré ça il n'y a pas eu de blessés. Alors je crois que ça c'est quand même très important de le noter. Et pour finir, je vous propose un truc. Faisons un petit voyage, pas bien loin, car nous restons en France. Mais un voyage dans le temps pour revenir le 20 novembre 1783, 200 ans avant ce salon. Nous sommes dans le parc du Château de la Muette, à Paris. Le roi, la reine, les membres de l'Académie des sciences, tout comme plusieurs milliers de curieux sont présents pour assister à un événement historique. Ici, un certain Étienne de Montgolfier et ses aides sont occupés à allumer un feu de paille sous une sorte de gros ballon qui commence à gonfler comme une baudruche. Quelques minutes suffisent à donner au drôle d'appareil son aspect final. 2 courageux compagnons, Pilâtre de Rosier et le marquis François Laurent d'Arlande, sautent dans l'étrange engin. Tandis que le vent se lève brutalement,
Des bourrasques entortillent le ballon dans les cordages et les poussent hors de sa zone de gonflage. La toile se déchire et l'aérostat s'affaisse sur lui-même. Alors que le public regarde médusé le résultat de la scène, des dames de la cour proposent leur aide pour recoudre la toile, ce qui est effectué dans un temps record d'1h30. L'opération recommence, nos deux compères remontent dans le ballon une fois celui-ci gonflé à nouveau. Puis les amarres sont larguées. Et là, le miracle de la science et de la physique. Les deux aéronautes s'élèvent et deviennent officiellement les premiers hommes à explorer les cieux. Si Pilâtre joue aisément l'aventurier et souhaite monter rapidement, le marquis semble avoir la peur de sa vie, et c'est non sans difficulté qu'il rajoute de la paille sur le feu. On peut néanmoins comprendre l'appréhension du marquis car le ballon monte progressivement jusqu'à 1000 mètres de hauteur par rapport au sol. C'est la gloire totale pour les deux hommes. Et dire qu'à la base, le roi, craignant le désastre d'une épopée funeste, voulait faire monter à bord deux condamnés à mort. Le ballon poursuit sa route aérienne et survole l'île des Cygnes, puis l'école militaire. Alors que quelques secousses perturbent ce vol, ainsi que quelques bruits plus ou moins anormaux, nos deux aéronautes découvrent que la toile est trouée et que celle-ci se fait doucement dévorer par des flamèches. Ni une ni deux, le marquis prend une éponge humide pour éteindre ce début de feu et propose à son compagnon de poser la machine. Pilâtre de Rosiers annonce qu'il n'est pas certain de pouvoir se poser dans Paris et que cela serait trop dangereux, car un incendie risquerait de se déclarer dans des habitations. Le vol continuera donc jusqu'à une zone plus propice à l'atterrissage. Le foyer est maintenu et le ballon survole l'église Saint-Sulpice avant qu'un vent venant du nord embarque les deux aventuriers en direction du sud. Une fois sortis de Paris et survolant les premiers champs, le temps est venu de se poser. L'atterrissage se rapproche et le ballon termine son vol à la butte aux cailles. Grâce à l'aide de gardes courant à leur secours, le ballon est sécurisé d'un hypothétique incendie tandis qu'une foule euphorique se rassemble sur les lieux afin de fêter cette première qui marqua l'histoire à jamais. Je souhaite profiter de cette fin de vidéo pour vous remercier tous, car mon précédent upload m'a permis de franchir le cap des 1000 abonnés. Alors oui, c'est très peu par rapport aux gros créateurs de contenu, mais pour moi, qui écrit, réalise et monte ses vidéos tard le soir après le travail, ça compte énormément. Merci aussi aux commentateurs qui ont pu corriger quelques propos parfois approximatifs. Quant à moi, je prends énormément de plaisir à réaliser ces vidéos et merci à tous ceux qui les visionnent. Si vous avez appris des choses, si ça vous a fait revivre des événements que vous avez vécus, ou tout simplement si ça vous passe le temps, c'est que ce que je fais a une certaine utilité et je vous en remercie. Cette vidéo rétrospective du Bourget 1983 s'achève donc ici. J'espère vous avoir fait voyager l'espace d'un instant dans le temps, et si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire, ou même rendre visite à mes autres vidéos sur l'histoire de ce remarquable rendez-vous aéronautique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos rétrospectives du salon.